Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique de ce début de semaine autour du baromètre BFM Business, le laboratoire BFM Business avec Ipsos et le cabinet de conseil dans la distribution CACOM. Voilà, la consommation marque le pas et c'est... On le savait, mais ça se confirme. Et notamment, 55% des Français pensent que leur pouvoir d'achat va baisser. Ce qui veut dire que s'il y a moins de consommation, le principal moteur de l'activité flanche lui aussi. Donc il faut en réveiller un autre automatiquement. Et naturellement, on a envie de penser à la baisse de la dépense suivie d'une baisse de l'impôt sur les sociétés qui aurait un effet positif sur l'investissement. Mais justement, est-ce que la baisse de la dépense publique et est-ce que l'austérité à tout craint est forcément vertueuse en ce moment? Période d'ajustement généralisé de la plupart des vieilles économies. La perte du AAA britannique peut-être nous amener à nous poser la question. Malgré tout. Enfin, la grande question de la semaine, de l'année, faudra-t-il à nouveau augmenter les impôts en 2014? Et visiblement, Jérôme Cahuzac a l'air de répondre oui, puisqu'il parle de 6 milliards de recettes supplémentaires nécessaires pour 2014. Notre ministre délégué au budget explique qu'il s'agit, avec cet argent, de compenser des recettes exceptionnelles 2013. On pensait que l'exceptionnel 2013 était exceptionnel, mais visiblement l'exceptionnel est appelé à durer. Et autant les baisses de dépenses ne sont pas véritablement renseignées et documentées pour le moment, autant la pression fiscale et les hausses d'impôts semblent se confirmer. On va parler de tout ça avec Olivier Berruyer. Bonjour. Bonjour. Il est l'auteur des Faits sont têtus aux éditions Les Arènes, le dernier opus en date, actuaire de profession et également co-animateur, non animateur même, du blog les-crise.fr et enfin président de Diacrisis, association de recherche et d'information du public sur la crise. Gilles Legendre, bonjour. Bonjour à tous. Fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique, et Léonidas Kalogeropoulos. Bonjour Léonidas. Bonjour Nicolas. PDG de Médiation et Arguments, il est aussi vice-président d'éthique. Bon, rien de nouveau sous le soleil, la consommation va mal, l'arbitrage se fait sur le pouvoir d'achat plutôt du côté des loisirs et des nouvelles technologies. La consommation aille mal, c'est quand même, effectivement, vous l'avez répété ce matin depuis le début de la matinée, un retournement par rapport à nos fondamentaux économiques français. C'est ça la clé. Et effectivement, un retournement par rapport à nos fondamentaux. C'est tout de même, me semble-t-il, potentiellement une bonne nouvelle, non pas que nous puissions nous réjouir qu'un des moteurs de notre croissance soit grippé. Ça va avec une forme de précarité dans la vie des gens aussi pour certains d'entre eux. Non mais attendez, vous avez totalement raison et c'est une... Ça n'est pas qu'un chiffre macroéconomique. C'est pas qu'un chiffre macroéconomique, il y a un vécu très douloureux derrière et il ne s'agit pas de le sous-estimer, même si je pense qu'on est sur d'autres catégories de population lorsque l'on voit cet infléchissement que ceux qui sont le plus fragiles. En revanche, il est temps, me semble-t-il, que le modèle économique français cesse de reposer exclusivement sur la consommation. On ne peut pas être le consommateur dans la division du travail et les autres les producteurs. Il faut véritablement que l'on se persuade que le seul moteur durable et créateur d'emplois, c'est effectivement la production, l'investissement, et pas constamment compter sur les petits coups de pouce successifs de la consommation. Et finalement, on a eu tellement d'occasions de vouloir préserver ce moteur-là en condamnant ou en négligeant les autres paramètres, que probablement on a été dopé à la consommation. Donc, je pense qu'il est temps qu'avec ce ralentissement et cet effritement de la consommation en France, on se dise qu'on ne peut pas reporter à plus tard l'effort indispensable sur l'investissement, sur l'appareil productif, sur l'assainissement de nos comptes sociaux et de nos comptes publics. C'est véritablement en faisant le choix d'une croissance par la production que la France peut avoir une croissance durable devant elle. Surtout qu'automatiquement, si vous augmentez les impôts, évidemment, vous pénalisez le pouvoir d'achat et visiblement, ça va continuer. Donc ça nous a, en fait, tout ce sujet de consommation, de baisse de dépenses publiques, de pression fiscale, tout ça est totalement lié. On va faire réagir Gilles Legendre. Allez-y Gilles. Moi, je suis quand même un tout petit peu moins rassuré que ne le semble l'être Léonidas. Il m'a pas l'air très rassuré, il m'a l'air de dire qu'il faut faire autrement. Non, mais il dit que finalement, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Moi d'abord, c'est tout de même une mauvaise nouvelle parce que c'est un moteur de l'économie qui va se mettre à tourner au ralenti. Il résonne, je trouve, si je puis me permettre, un tout petit peu comme on raisonnait il y a 20, 25 ou 30 ans, quand le pouvoir d'achat était manifestement délirant. Que l'augmentation des salaires était indexée sur les prix, qu'il y avait manifestement un partage qui était exagérément favorable aux salariés et aux consommateurs. Nous ne sommes plus dans ce schéma. Ce ralentissement de la consommation est un symptôme de plus de la gravité de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas le résultat d'un réglage économique vertueux. C'est un résultat subi
d'une situation économique non vertueuse, non saine, non positive. Et déconnecter et constamment opposer la consommation et l'investissement, c'est un petit peu comme le débat sur compétitivité-coût versus compétitivité-qualité. C'est intéressant conceptuellement parce que ça permet de clarifier les choses. C'est comme ça qu'on apprend aux étudiants en première année d'économie les grands équilibres économiques, et c'est utile pour ça. Ça n'a pas grand sens. La vérité, c'est comment voulez-vous que l'investissement en France se développe dès lors que la consommation serait nulle, voire négative. Il lui manquera l'aspiration à l'investissement. Alors, là aussi, il ne faut pas être trop schématique. Merci. Il y a un tas de motifs d'investissement qui ne sont pas liés au moteur de la consommation et de la production. Mais quand même, in fine, sur longue période, il faut que les deux moteurs fonctionnent. Sans quoi, les entreprises françaises investiront peut-être, mais pas en France. Ailleurs de France et ailleurs du marché français. Voilà. Alors, par ailleurs, et alors là, on va se rejoindre probablement très facilement avec Léonidas, il y a la question de la source du pouvoir d'achat et de la consommation. Si la consommation ralentit parce que le moteur public de soutien à la consommation se ralentit, ça, il n'y a pas forcément lieu de s'en plaindre et de s'en attrister. Mais c'est surtout la fin d'un mirage. Surtout la fin d'un mirage. Non, le mirage. On n'a pas soutenu la consommation de façon artificielle et anti-économique depuis des années. Les salaires sont extraordinairement modérés. Non, les salaires et les subventions publiques sont venues compenser, grosso merdo, l'explosion du chômage et ses conséquences macroéconomiques bouclées, c'est-à-dire les chômeurs. On arrivait toujours à s'en sortir par une petite consommation supérieure aux autres. C'est la fin d'un mirage. L'ajustement par les salaires n'a pas vraiment eu lieu dans notre pays. Les salaires ont augmenté de 2,6 ou 7% en 2012. Totalement. Très au-dessus de la croissance. De tous les paramètres fondamentaux. De la croissance, pas forcément du résultat des entreprises. Monsieur Olivier Berruyer, votre avis sur ce triptyque investissement, consommation, exportation, qui sont les trois moteurs de l'activité, avec en quatrième position la dépense publique, ou en première position selon les modèles d'ailleurs. Ouais, moi j'aime bien l'image, la fin d'un mirage. C'est vrai que ça me semble particulièrement adapté à ce qu'on vit. Si on prend du recul, rappelons que la France a connu évidemment des périodes de croissance très fortes de 45 à 75, c'est les 30 ans des 30 glorieuses, et que l'économie est donc passée d'une économie arriérée à une économie très développée. La problématique est qu'il y a une première mutation très forte dans les années 70, avec la France qui rentre dans une période de croissance de plus en plus faible. Rappelons que depuis 50 ans, la France connaît 1 point de moins de croissance tous les 10 ans. C'est extrêmement régulier. Donc les 30 ans qui ont suivi les 30 glorieuses, qu'on appelle parfois les 30 piteuses, ont été quand même une période où il y avait encore de la croissance élevée, mais malheureusement plus suffisante pour entretenir notre système économique. C'est la période où nous n'avons pas un seul budget à l'équilibre. Exactement, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on essaye de doper l'activité de différentes manières, soit en dopant un peu la consommation et de toute façon en reportant le maintien d'un système économique totalement d'accord. On en arrive à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Il y a la situation que l'on connaît aujourd'hui où le sursaut du déficit, malheureusement, n'est plus utilisable. Exactement. Donc on arrive au moment de vérité qui fait que, d'une part, vous n'avez plus les moyens de continuer à entretenir à crédit la croissance, et en plus, vous avez le problème de 30 ans de déficit accumulé. Donc on se rend compte qu'on arrive ici à la faillite d'un modèle qui a été suivi dans les années 80, d'une part d'endettement public massif, d'autre part de rentrer dans un système d'hyper-libéralisme, d'ultralibéralisme qui a cherché à développer le secteur financier au détriment de l'économie réelle. Le FMI a sorti l'année dernière une étude très intéressante montrant que plus le secteur financier est gros dans une économie, moins il y a de croissance, puisqu'évidemment il est en train de pomper toutes les ressources, tous les ingénieurs qui préfèrent aller dans ce secteur-là. Alors là on est bien d'accord, ça c'est du constat Olivier, maintenant il va falloir trouver des solutions pour continuer à avancer. Les solutions, elles sont pas simples. Les solutions, on nous parle de la baisse de la dépense publique. Les solutions, c'est que vous avez une dette qui est gigantesque, qui est non remboursable, et qu'on essaye de rouler avec de plus en plus de difficultés, année après année, pour ne pas connaître le moment douloureux où il va falloir passer la facture sur la population. Je dirais c'est déjà ça la première étape. Avant de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour évidemment redémarrer, c'est déjà comment on arrive à solder 30 ans d'erreur. Mais pardon, parce Léonidas Kalogeropoulos.
si la consommation, et encore une fois, si le mirage de la consommation s'essouffle et on peut se dire que c'est une opportunité à saisir, il faut impérativement que le maximum d'efforts soit mis sur l'investissement. Et sur l'investissement, on a probablement l'une des clés de la quasi-récession dans laquelle nous sommes depuis quelques mois, c'est que l'investissement a très grandement cessé de croître dans toutes les sociétés de croissance, les start-up, et en particulier à cause d'une mesure publique. Elle est très claire. C'est la taxation des plus-values de cession et la taxation du capital au même niveau que le travail. Une mesure qui n'a pas encore commencé à produire ses effets, Léonidas. Ah si, elle a produit ses effets. Alors elle a produit ses effets dans les têtes. Oui, elle a produit ses effets. Elle va produire ses effets après. Non, elle a déjà produit ses effets. Parce que lorsque l'on prend la décision d'investir et les chiffres que l'on a de ce groupement qui s'appelle France Digital, d'investisseurs et de sociétés dans le numérique, où la croissance d'investissement dans les startups était de 10%, et où en 6 mois, on est passé à moins 39, c'est-à-dire une quasi-chute de 50%. C'est le chiffre du quatrième trimestre. Du quatrième trimestre. Cette chute, elle est due au flou absolu de tout investisseur face à 9 pages d'un article sur les plus-values de cession. Comment peut-on prendre la décision d'investir dans un pays où on n'a pas la moindre idée de la façon dont sera fiscalisé le moment où on sortira? On a tout risqué et on risque d'être taxé à 60% sur ce qu'éventuellement on peut gagner. On parle pas du même problème, Léonidas. Le problème de l'investissement globalement peut être handicapé ponctuellement par telle ou telle mesure. La vérité quand même, c'est qu'on est dans un pays où les résultats des entreprises au cours des dernières années ne se sont pas mal comportés du tout et où néanmoins l'investissement est resté très atone. Ce qui prouve bien que ce n'est pas qu'un problème d'optimisation fiscale, un problème de marge brute d'autofinancement, de résultats des entreprises. Mais c'est tout l'investissement dans les entreprises de demain. Et là, je rejoins ce que disait Olivier. La vérité, c'est de savoir comment on organise dans les vieux pays, c'est désolant de les appeler comme ça, mais enfin c'est la vérité historique, comment on organise dans les vieux pays et comment on étale dans le temps, comment on fait supporter 10, 15 ans de purge. La vérité, c'est que c'est ça. Nous sommes à l'aube d'une période où nous n'allons plus pouvoir vivre des artifices sur lesquels nous avons vécu pendant 20, 30 ans et où il faut néanmoins quand même ne pas tout envoyer à volo. Il y a des réglages à faire qui vont permettre de faire en sorte que cette purge se fasse sur le plan du désendettement et que néanmoins la croissance ne soit pas complètement nulle. Or, aujourd'hui, on va peut-être y revenir, Nicolas, si vous nous relancez sur les débats liés aux prévisions de Bruxelles et à la façon dont le gouvernement les a accueillis, parce que ça me paraît un problème central. On est aujourd'hui, sur ce sujet-là, dans une sorte de chaos, d'hésitation, de valse-hésitation qui sont extraordinairement préoccupantes. Personne aujourd'hui, même au niveau des experts, on voit bien que le FMI, qui avait des idées relativement arrêtées sur la question, les certitudes s'effondrent, et les certitudes disparaissent. Et d'une certaine manière, c'est plutôt bien. Ça prouve qu'on a pris conscience de l'enjeu exceptionnel que nous avions à résoudre. Olivier, réaction, et puis on terminera avec Léonidas. Après, la question suivante, évidemment, c'est 2014, les milliards supplémentaires. Et puis aussi, j'aimerais qu'on fasse le parallèle avec le AAA britannique. C'est Britannique qui a inventé un nouveau modèle d'austérité, de baisse de dépenses publiques, la Big Society qui faisait réduire la sphère publique. Aujourd'hui, ils sont quand même également un peu tankés. Allons-y, Olivier. Oui, 2 réactions rapides. La première, en effet, c'est qu'on a face à nous probablement au moins une décennie où, si la croissance est nulle, ce sera déjà pas mal. Je rappelle que la décennie passée, on a une croissance moyenne de 0,5%. Donc si on poursuit la tendance, elle est censée être négative dans la décennie suivante. La deuxième, c'est vrai qu'il faut privilégier l'investissement par rapport à la consommation. Ça aussi, il y a eu, en particulier au niveau de la zone euro, un gros problème entre des pays du Sud qui avaient tendance à consommer et des pays du Nord qui avaient tendance à produire. Et ça ne peut pas marcher à très long terme. Surtout avec la même monnaie. Mais bien sûr, surtout, et là, vous mettez en danger la monnaie si vous avez quelque chose qui se passe comme ça. Mais la problématique de l'investissement, outre des mesures, en effet, qui sont peut-être un peu stupides sur les plus-values de cession. Enfin, donc, il faudrait avoir des choses plus simples et plus lisibles, bien sûr. Mais le fond du sujet, c'est que le modèle qu'on a choisi dans les années 80, que j'appelle financiarisme, qui est le modèle de capitalisme anglo-saxon, est forcément un modèle qui décourage l'investissement, qui est à la recherche de profits à très court terme. Et pour faire du profit à court terme, il ne faut pas investir. Exactement le constat qui avait été fait par Jean-Louis Beffard dans son bouquin. Exactement, oui. Alors qu'on n'a pas suivi on n'a pas touché un centimètre depuis l'explosion de la crise il y a 6 ans. En revanche,
revanche... T'as terminé, Olivier. Oui, je veux dire qu'il s'oppose au modèle de capitalisme allemand, le modèle industriel et rhénan, commercial, oui. Voilà, qui est un modèle de capitalisme, un modèle mercantile, d'ailleurs. Bien sûr, mais qui marche sans doute beaucoup mieux à long terme. Au delta près, en effet, que la politique de baisse des salaires qu'a fait l'Allemagne est une procédure... C'est pas au delta près, c'est la clé quand même du dispositif. Non, on fait une politique de baisse des salaires où il n'y a pas de SMIC et on a globalement privatisé l'État-providence. Au lieu de les avoir à la charge de l'État, ils sont dans l'entreprise, payés faiblement. Voilà. Peut-être, Nicolas, ça ne change pas forcément grand-chose au niveau macroéconomique. Je parlais vraiment du modèle des années 80-90 de capitalisme rhénan décrit par Michel Delphin. On devrait être totalement d'accord. En revanche, que l'on ait besoin de capitaux pour lancer de nouvelles sociétés, c'est absolument indispensable. Et ce qui me semble vraiment préoccupant par rapport aux vieilles économies, aux vieilles nations que décrit Gilles, c'est que pour équilibrer nos vieilles économies, il faut de jeunes entreprises. Et ce sont ces jeunes entreprises, ces startups-là qui sont bloquées aujourd'hui, alors que nous avons un potentiel qui est extraordinaire. Et je ne vous cache pas que ce qui me choque le plus dans les mouvements que l'on peut voir d'exilés fiscaux, ce ne sont pas ceux qui se sont enrichis qui partent qui me préoccupent. Ce sont ceux qui veulent s'enrichir, qui ont des idées, qui partent les développer ailleurs parce qu'ils se disent qu'en France, ils n'arriveront pas à transformer leurs projets. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que ce sont les emplois de demain que l'on pénalise avec ce genre de mesures. Et l'équilibre qui est supposé se faire entre cette pénalisation d'un investissement qui est regardé d'un œil suspect parce qu'il serait spéculatif et le nécessaire investissement, c'est la BPI. Comme si la Banque publique d'investissement, dont on peut saluer la mise en place et sans aucun problème, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, pourrait rééquilibrer, compenser la perte de capitaux privés. Franchement, on n'est pas dans une situation dans laquelle il faut choisir entre l'un et l'autre. Il faut la totalité des moyens. Et là, il y a vraiment, je crois, un effort à faire. On marque une pause. Gilles réagira dans un instant. Qui on va faire payer? Parce qu'effectivement, cet ajustement et ces 30 ans c'est le résultat de 30 ans de dérive, il faudra que quelqu'un paye. Alors, est-ce qu'on continue par l'impôt ou est-ce qu'on commence à aller voir les rentiers? C'est globalement la question de poser de manière un petit peu franche et directe que j'ai envie de vous poser. Et puis après, on verra effectivement si ce qui s'est passé chez les Anglais apporte un élément nouveau, puisqu'on avait tendance à penser que David Cameron était précurseur dans bien des domaines, et il faut bien reconnaître que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Est-ce qu'il lui faut 12 mois, 24 mois encore? Vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Berruyer, il est actuaire et il publie Les faits sont têtus aux éditions Les Arènes, également animateur du blog les-crise.fr et président de Diacrisis, association de recherche et d'information du public sur la crise, l'association qui vous dit tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur la crise. Léonidas Kalogeropoulos, le PDG de Médiation et Arguments, il est vice-président d'éthique, et Gilles Legendre qui va reprendre la parole tout de suite, fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Donc voilà, nous avons un énorme passif, une énorme dette accumulée, l'incapacité d'utiliser les traditionnelles recettes de relance keynésienne. Voilà, il va donc falloir faire des choix. On a 3 crises, et je trouve que ce qui s'est passé cette semaine et ce week-end illustre parfaitement bien ces 3 crises. La première crise, c'est une crise de connaissances et de compétences économiques, illustrée par le débat européen de la zone euro, mais aussi le débat européen anglais. Quel est le bon réglage économique pour concilier un désendettement qui est inéluctable, indispensable, souhaitable, vertueux, et tout de même sauver un bout de croissance? On sait depuis le pacte budgétaire européen que ce sujet-là était un sujet crucial. On l'a géré dans une première partie à la seule fin de mettre en place les correctifs nécessaires au déséquilibre budgétaire. C'était indispensable. On voit que ça ne suffit pas. Et on voit qu'on constate que trop de rigueur budgétaire ou de rigueur budgétaire trop rapide nuit à la croissance et nuit in fine au rétablissement budgétaire, qui pourtant est indispensable. On le voit en Angleterre, où l'austérité Cameron ne paye pas non plus. Il y a d'autres raisons, il y a le poids de la financiarisation, il y a plein de facteurs, mais enfin, on a d'abord un problème de réglage macroéconomique. S'ajoute en France un deuxième problème, qui est un problème de courage politique cette fois-ci. La crise du courage politique. On est manifestement avec un chef de l'État qui a un vrai problème avec, j'allais dire, le langage, la franchise, la vérité. C'est-à-dire qu'on essaye de biaiser. Et depuis les nouvelles prévisions de croissance de l'Union européenne, on est dans un discours officiel public qui cherche à jouer
avec la vérité. On a entendu le Premier ministre dire « Non, non, il n'y aura pas de rigueur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y aura pas de rigueur? Bien sûr que si, il y aura de la rigueur. Il faut qu'il y en ait. Et il faut juste savoir laquelle, comment, supportée par qui, sur quelle échéance. Voilà, et ça c'est le qui va payer. Ça n'existe pas. S'ajoute là-dessus, et c'est lié aux deuxième crise, une crise de compétences. On a un vrai problème de compétences de la part des élites politiques. C'est vrai dans beaucoup de pays, c'est vrai notamment en France. On a un gouvernement qui, notamment pour les fonctions économiques, n'est pas à la hauteur des difficultés que nous avons à affronter. On voit de la cacophonie à tous les niveaux, on voit des annonces qui ne sont pas suivies des faits, on voit des annonces tonitruantes qui sont démenties le lendemain par le Premier ministre ou par un ministre concurrent ou par le jour même. Tout ça se combine à créer une sorte de flou, de cacophonie, d'incertitude, d'inquiétude, d'attentisme. C'est certainement pas bon pour l'investissement. Ça me paraît plus grave, même si c'est pas très heureux, que la taxation des plus-values sur les start-up. On a un vrai problème de convergence de ces trois crises. Il faut très vite mettre de l'ordre là-dedans. Bon. Il y a eu de la part de Ségolène Royal samedi soir, dans une interview, je crois que c'était sur France 2, cette annonce, je trouvais que c'était assez joliment dit lorsqu'elle a exprimé son amour des entreprises et la nécessité de rassurer les entreprises sur le fait qu'elles soient attendues, que l'on compte sur elles et que... Mais ça, ils le disent tous depuis le début. Enfin, on attend les entreprises et qu'elles sont à la croisée des chemins des espoirs de relance. Je rejoins totalement ce que dit Gilles. Je pense qu'il y a la construction en marchant depuis 8 mois d'une compétence qui est curieusement à revers de certaines déclarations idéologiques qui ont marqué le début de ce quinquennat. Et il me semble que progressivement, il y a un certain nombre de personnalités qui ramènent la politique économique sur l'acceptation des réalités, la nécessité de soutenir les entreprises, et même si c'est à contre-courant d'une base politique ou parlementaire qui est peut-être sur d'autres attentes, j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de porte-parole de ce gouvernement, et Ségolène Royal en fait partie, qui veulent réorienter le tout vers une préoccupation d'entreprise. Sauf que il ne peut pas y avoir que la BPI pour cela. Je salue, pour ma part, je trouve que, même si j'ai entendu cette phrase qui est étonnante, dire qu'elle souhaite que la BPI soit une banque politique, je pense qu'elle voulait dire une banque d'intérêt général. C'est ainsi, en tout cas, que je veux l'entendre, sinon toute autre acception... va éviter de faire le procès d'intention avant que les choses n'aient eu lieu. Absolument, donc je pense que c'est ça le sujet. Mais en tous les cas, Ségolène Royal, on l'a reçue à Éthique plusieurs fois. Elle a une capacité que je trouve fascinante, c'est la capacité d'écoute. Un homme politique, une femme politique de sa stature nationale devant 200 chefs d'entreprise d'éthique qui passent 3 heures à écouter, à prendre des notes et à échanger et à comprendre, je trouve que c'est très rassurant. Et ne serait-ce que pour cela, je pense qu'il faut effectivement attendre des signaux positifs qui devraient venir. Bon, donc une vision plutôt optimiste de ce que la BPI, même sous empreinte politique, est susceptible de pouvoir produire. En tous les cas, de la bienveillance. Olivier Berruyer, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit tout ça? Est-ce qu'on va décider qu'on augmente à nouveau les impôts? C'est ce que nous dit Jérôme Cahuzac ce matin, 6 milliards supplémentaires en 2014, que l'on va vraiment les baisser, ces dépenses publiques, et commencer à dire où on les baisse, à partir avec quel calendrier, avec quelle cible? C'est-à-dire qu'on donne effectivement le cap de la réorganisation de l'appareil d'État et de l'appareil public, ou est-ce qu'on décide qu'on fait défaut? Mais là, je pense que c'est un peu difficile de dire qu'on fait défaut. On n'est pas Chypre ni la Grèce, on est la France. Sur la première partie, je dirais que malheureusement, ce sont un peu des solutions du monde d'avant la crise, ce point-là. Sauf quand on n'a pas commencé à baisser la dépense publique. Oui, mais le cas l'Angleterre, moi je le trouve très, très intéressant. Il illustre une phrase que Nouriel Roubini avait dite il y a au moins 2 ou 3 ans, en disant le problème, c'est que en gros, si vous faites de l'austérité, vous perdez. Si vous n'en faites pas, vous perdez aussi. Et il est là le problème. C'est que quoi que vous fassiez, vous faites là comme la France, pas de grosses réformes, on essaye quand même de préserver la consommation dans le pays, d'essayer de ne pas être trop dur sur la croissance, et puis on perd le AAA les premiers. Soit vous faites des politiques violentes d'austérité et vous perdez aussi le AAA parce que ça ne marche pas. Le FMI a reconnu qu'ils étaient trompés dans les grandes largeurs. La Commission aussi m'amuse, les prédictions de la Commission. Il y a 1 an, la Commission annonçait 1,3 de croissance, elle vient de passer à 0,3. En 1 an, elle perd 1 point de croissance dans ses prévisions.
Ça sert à quoi de faire des prévisions à ce niveau-là? Enfin, autant les sortir. Pas de problème. Hein. Oui, donc de toute façon, on voit bien qu'il y a un problème d'analyse de cette crise. On est parti sur une crise très longue, la croissance, il n'y en aura pas pour longtemps, et on refuse ce diagnostic. Alors bien sûr qu'il n'est pas agréable, il ne faut pas baisser les bras non plus, il faut essayer d'en avoir, mais l'hypothèse devrait être qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et comment on fait pour faire fonctionner l'économie sous cette contrainte-là, qui est une contrainte nouvelle? Ça fait 30 ans qu'on la refuse. On provoque un appauvrissement généralisé. Mais on l'a déjà. Vous l'avez déjà. Il n'est peut-être pas abouti. Il est peut-être pas abouti. C'est pas la même chose. Regardez, on n'a pas encore désindexé les pensions de retraite sur l'inflation. On n'a pas encore attaqué la politique familiale. On n'a pas encore réduit les indemnités de chômage. Nicolas, mais plus vous ferez ça, plus vous allez détruire la consommation. Donc plus il y aura de la récession. Donc plus il y aura des déficits. Vous êtes dans un cercle vicieux. Et quelle sera la conclusion? Vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de faire défaut comme la Grèce? Mais il n'y a jamais un pays qui décide de faire défaut. C'est jamais le pays qui fait défaut. C'est les investisseurs qui ne prêtent plus. Qui arrêtent de lui prêter. C'est comme une entreprise. Moi, je ne connais pas une entreprise où le banquier dit je vous reprête 1 million parce que vous êtes en déficit, et où l'entreprise dit non, je ne les prends pas, non, je vais faire faillite plutôt. Non, évidemment, tant que l'argent rentre, tout le monde le prend en espérant s'en sortir. Donc la fin de ce cycle-là, qui mettra peut-être encore 1 an, 2 ans, 3 ans à venir, c'est le jour où les marchés financiers vont plus prêter, en tout cas où les taux vont commencer à exploser dans les pays développés. Nicolas, mais là, ce qui est tétanisant, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Si vous faites de la rigueur, vous perdez. Si vous n'en faites pas, vous perdez. Bien sûr, Nicolas, mais je suis désolé. Quand vous faites n'importe quoi pendant 30 ans avec vos finances, il n'y a pas de bonne solution à la fin. En tout cas, la pire des solutions. Je suis désolé, ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Toute sortie et tout redémarrage et toute mutation est forcément récessive à un moment. La pire des solutions, c'est déjà celle de refuser cette réalité. Or aujourd'hui, Olivier a raison de le dire, on ne l'assume pas. Le discours public et politique ne l'assume pas, soit par déficit de courage, soit par déficit de compétences. Je voudrais d'ailleurs sur ce point ajouter un sujet sur lequel on a assez peu réagi depuis 8 jours, qui est pourtant un sujet troublant, et dont je n'arrive pas à penser qu'il laisse l'opinion publique, y compris la plus modeste, la moins bien informée des affaires économiques, donc celle qui n'écoute pas BFM Business, indemne. Cette histoire européenne, on a quand même... Laquelle? Il y en a tellement. Non mais les prévisions, le fait que peut-être la Commission va accepter que la France ne soit pas sanctionnée pour non-respect de ses objectifs, qu'on décale d'1 an. On a là un exemple quand même majeur de perte de souveraineté qu'on connaît, qu'on a accepté par des traités, par des choses comme ça, mais qui pour l'opinion a quelque chose quand même de très troublant. François Hollande ramené à un rôle de petit enfant qui va aller demander l'autorisation à l'Union européenne de décaler d'1 an la remise à niveau de ses bons résultats ou de ses mauvais résultats. Le fait que les mêmes qui ont ce droit inouï de dire ce qui est bien et n'est pas bien sont les mêmes qui, comme l'a rappelé Olivier, se sont foutus les doigts dans l'œil, mais en profondeur sur toutes les prévisions et probablement sur les recommandations du réglage macroéconomique d'ensemble. Il y avait même commission qui par ailleurs n'a strictement aucune légitimité démocratique. On voit bien qu'on est quand même dans un système hautement dysfonctionnant. Dysfonctionnant. Même commission qui a laissé passer, on ne va pas y revenir parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines, il y a 15 jours ici, un budget européen qui est indigne, qui est obscène. Bon, donc tout ce système-là mérite d'être repensé en profondeur. Or, aujourd'hui, aucun signe n'est donné qu'on en prenne le chemin. Je peux juste 2 réactions. La dernière solution, c'est de décider de s'affranchir de cette monnaie pour pouvoir utiliser l'arme ultime de la dévaluation monétaire. Après, quand tout le monde dévalue en même temps, effectivement, ça n'a pas d'effet. Pour ce qui est de l'arme monétaire, la Grande-Bretagne a la souveraineté sur sa monnaie et ça ne lui a pas empêché de perdre son triple A. On y reviendra peut-être. Assez vite là maintenant, parce qu'il va falloir effectivement, si vous avez un truc à dire sur les Britanniques, allez-y, parce que Olivier en a parlé. 2 réactions rapidement sur ce que vient de dire Gilles. D'abord sur l'Europe. On est dans un système de pouvoir et de contre-pouvoir. On a rajouté un contre-pouvoir dans l'ensemble des contre-pouvoirs que l'on avait, c'est effectivement la Commission européenne. Heureusement qu'elle est là pour un certain nombre de choses. Elle ne résout pas tout. Il ne faut pas penser qu'elle aura tout en main et toutes les cartes en main. Mais en revanche, si la Commission n'était pas là, je ne suis pas certain que la trajectoire de nos finances publiques serait dans la bonne direction. On n'atteint pas nos objectifs, mais la trajectoire est bonne. Si, Léonidas, vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment, il y aurait 4 ou 5% de taux d'intérêt, qu'au bout d'un moment, ça changerait les choses s'il n'y avait pas cette illusoire promesse que ça ira mieux demain. C'est pas la Commission. Mais il y en a pas. Pour ce qui est de la solution, je voudrais juste, pour reboucler un peu avec le début de notre émission,
compter sur l'investissement, c'est compter sur les entreprises de demain. Ça me fascine dans toute l'analyse de cette crise de voir que depuis 20 ans, on n'a pas une nouvelle entreprise dans le CAC 40. Où sont les nouvelles jeunes entreprises qui arrivent en France à être les locomotives, les horizons qui tirent notre économie vers l'avenir? Tant que l'on sera dans une espèce d'organisation, de faire tourner les plats économiques entre les agents qui sont présents, on tournera en rond dans ce que Gilles décrivait très justement tout à l'heure comme étant la vieille économie. Il faut que la totalité de nos réflexions économiques soit tournée vers les entreprises que l'on ne connaît pas encore, les industries de demain, vers les inventions de demain, les inventeurs de demain. Ce sont eux qui tireront notre économie vers l'avenir. Tout autre politique de vase communicant est voué à l'échec. Tous nos vases sont en déficit. Donc, de toute façon, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas continuer à périmètre constant. Donc, il faut bien l'attaquer, cette dépense publique. Mais alors, à partir de quel moment elle est attaquée, où on considère que c'est de l'austérité? À partir de quel moment on l'attaque, où on considère que c'est de la bonne gestion? Il faut continuer à l'attaquer, sauf qu'il faut l'attaquer parce que sinon nos dettes sont tellement importantes qu'on est obligé de ponctionner sur des jeunes entreprises qui ne naîtront pas en France. Pour qu'elles naissent en France, il faut que leurs dettes se réduisent et que l'on tourne la totalité de nos moyens vers l'investissement. Tout doit être regardé sous ce prisme et il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises au début de ce quinquennat qui doivent être corrigées en pensant aux entreprises de demain et pas juste à celles qui sont autour de la table. Je doute que l'article 6 soit abrogé. Écoutez, je reste confiant dans l'idée qu'on peut reposer la question du risque autour des entreprises de demain. Il faut savoir comment est-ce qu'on gère l'accompagnement du risque dans notre pays. C'est un vrai problème politique et économique. Je trouve que le Conseil économique et social devrait s'en saisir. Alors, comment est-ce qu'on favorise le risque en France ? La perte du triple A britannique, est-ce que ça invalide la politique de David Cameron, qui est très novatrice, qui est très changeante et qui est il a inventé un nouveau système qui s'appelle la Big Society, où finalement on va externaliser la plupart des missions que l'État fait peut-être moins bien et plus cher que le privé au secteur privé. On allège considérablement la sphère publique, on libère complètement les forces productrices de l'économie. Et paf, aujourd'hui, dégradation par l'agence Moody's qui considère que, malgré les actions de la BCE, malgré le recul de la livre, les rentrées fiscales ne sont pas bonnes, le déficit va se creuser et la dette va dépasser les 93%. On va pas se mettre à sacraliser les agences de notation subitement sous prétexte que ça frappe un pays qui n'est pas forcément toujours généreux avec la France, ni sympathique, ni amical. D'accord, mais bon, peu importe. Oublions le problème de la notation britannique. La vérité, c'est que le plan Cameron, qui a sa cohérence, comme tous les autres plans, ne peut pas avoir des résultats en un jour. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire que de toute façon, il passe par une phase où il ne peut pas être spectaculairement efficace. Il y a alors un problème de fond sur l'économie britannique qu'Olivier a évoqué tout à l'heure, c'est la question de sa base productive. Une économie financée par la finance. Il a une base productive qui est insuffisante. Comme la nôtre, toute chose égale par ailleurs. Nous, c'est plus par sa qualité que son volume. Lui, c'est par son volume. Il a une base productive industrielle qui est trop faible. Industrie et services au sens large, pas l'industrie au sens forcément uniquement production des biens. Et d'une certaine manière, ce qui a fait sa force quand toute l'économie mondiale était tirée par la finance, fait aujourd'hui sa faiblesse quand cette finance, même si elle continue de caracoler, n'est plus quand même suffisamment dynamique pour entraîner. Mais Olivier, ce qui s'est passé avec la Réserve fédérale américaine, qui globalement commence à montrer des dissensions puissantes au sein de la Fed et peut-être les premiers signes que la politique accommodante de la Fed pourrait être modifiée, que les taux zéro ne pourraient peut-être pas rester à zéro et que les achats massifs d'actifs et de dettes fédérales mensuelles à hauteur de 85 milliards de dollars pourraient peut-être, pas forcément s'achever, mais en tout cas être revus à la baisse. Est-ce que ce n'est pas l'événement qui va tous nous mettre d'accord avec justement cette fameuse remontée des taux longs qui gagnera l'Amérique et ensuite par répercussion nos taux longs en France et en Europe, à votre avis? Probablement. Juste pour finir sur l'Angleterre, c'est 7,4 points de déficit cette année. Alors, il faut trouver les investisseurs qui sont OK pour mettre 7,4 points de déficit dans une économie avec 2-3 promesses. C'est quand même des montants qui sont gigantesques. Au niveau de la Réserve fédérale, oui, la Réserve fédérale a des taux zéro depuis 6 ans et on voit que ça n'aide absolument pas l'économie. D'autant qu'en régime capitaliste, des taux à zéro, c'est un non-sens économique. Ça n'encourage absolument pas l'investissement, ça n'encourage absolument pas à se projeter dans l'avenir. En théorie, ça facilite le financement.
Oui, on voit les effets. La question, c'est jusqu'à quand on continue à monétiser de la dette américaine dans ces proportions-là, à gonfler démesurément le bilan de la Banque centrale à des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Donc tout ça, on est en train de jouer aux apprentis sorciers. Personne ne sait vers où ça nous mène. Ah oui, ça c'est assez rassurant. On a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle sur les États-Unis. On a une bonne nouvelle, mais elles sont d'ailleurs totalement liées. On a une bonne nouvelle, c'est que la reprise américaine a été plus rapide et d'une certaine manière plus soutenue que prévu. Donc d'une certaine manière, c'est une sorte de correcteur automatique à la situation globale de l'économie des pays industrialisés, des vieux pays industrialisés. On a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une menace obligataire réelle. Une bulle obligataire, ça s'appelle comme ça. Et là où je crains que votre scénario, Nicolas, soit exagérément optimiste, c'est-à-dire une sorte de remontée des taux logique, progressive, qui se propagerait ensuite aux autres économies. Il y a un scénario alternatif à celui-là qui s'appelle un krach obligataire, tout bêtement. Et honnêtement, le pilotage vertueux de la descente de la dette américaine dans des stratosphères légèrement acceptables me paraît très aléatoire. La météo économique à laquelle on assiste avec des prévisions, on va attraper le train de la croissance comme si tout ça venait comme des cumulonimbus, c'est vrai que c'est très préoccupant. C'est sur ça que l'on compte pour relancer notre économie. Je comprends qu'effectivement on puisse inquiéter à terme les marchés. Il faut véritablement qu'on ne soit pas dans l'attente d'une croissance qui viendrait par des mécanismes naturels ou je ne sais quel horizon lointain dont on aurait les bonnes nouvelles. Il nous reste la BPI. Hein. C'était Olivier Berruyer avec Léonidas Kalogeropoulos et Gilles Legendre. On se retrouve demain matin.